Une falaise quelque part dans le Jura. Une falaise et un rapace, le faucon pèlerin. L'événement est d'importance, car durant plus de 30 ans, ce site était resté vide. À l'époque, en effet, l'inconscience des hommes avait poussé l'espèce au bord de la disparition dans toute l'Europe. Les faucons pèlerins étaient pourtant des oiseaux de haute lignée. Ainsi, des millénaires auparavant, d'autres hommes sur un autre continent les avaient élevés au rang d'un dieu de puissance et de sagesse, Horus. Aujourd'hui, les temps ont changé. Les idoles égyptiennes sont loin et après les années noires, les descendants d'Horus ont repris leur place dans la nature. Mais ils gardent toujours intact et vivant en eux l'héritage sacré de leurs ancêtres. Ce matin de février, après 2 mois inhabituels de froid glacial et de neige, le propriétaire en titre de la Grande Falaise est toujours là, fidèle à son territoire, malgré la faim qui le tenaille. Il est seul. Comme à son habitude, sa compagne a quitté les lieux à la fin de l'automne dernier pour quelques semaines d'errance. Depuis plusieurs jours, il attend patiemment le retour de la voyageuse, ou pourquoi pas, le passage d'une autre femelle qui voudra bien se laisser séduire. Une fois de plus, la journée commence dans l'attente. Mais celle-ci ne dure pas. Le faucon connaît parfaitement ce cri. Il le reconnaîtrait entre 1000. Arrivé de nulle part, sa compagne est enfin de retour. Les premières salutations marquant les retrouvailles sont brèves. Mais bien qu'il connaisse sa partenaire depuis 3 ans, le mâle doit céder au rituel en vigueur chez les pèlerins. Séduire une nouvelle fois l'être cher par quelques démonstrations de vol. Visiblement, le prétendant n'a rien perdu de ses exceptionnelles qualités d'attaquant. Pour chaque femelle de faucon pèlerin, la chose est importante. L'habileté en vol de leur partenaire est le gage de chasse fructueuse dans l'avenir, et donc d'un approvisionnement en proie sans faille pour elle, et surtout pour ses futurs poussins. Après cette première étape, il ne reste plus au mâle qu'à consolider leur alliance. Une petite offrande fait généralement l'affaire, mais il n'aura guère le temps de la préparer. Le faucon connaît bien le caractère plutôt impétueux de sa partenaire, mais une fois de plus, il reste un peu étonné de la façon à rien autoritaire dont elle persiste à s'emparer de ses cadeaux de bienvenue. Entre les 2 oiseaux, le jeu des parades et des échanges de proies se répétera durant plus de 3 semaines. Il s'agit là du minimum légal en vigueur dans la caste fermée des faucons pèlerins. Les formalités des fiançailles accomplies, reste à trouver l'emplacement du nid.
Pour cela, le mâle doit faire choisir à sa compagne une plateforme dans la paroi rocheuse. Cette année, celle-ci semble un peu hésitante, et il doit insister pour lui faire accepter sa dernière proposition. L'endroit semble parfait. C'est une belle dalle de rocher couverte d'un peu de terre, bien à l'abri sous un surplomb. L'invitation est claire, mais à l'évidence, la belle a pour l'instant d'autres chats à fouetter. Cette fois-ci, la femelle paraît tout à fait décidée. Malgré les apparences, la vivacité des salutations et le départ précipité et soumis du mâle sont en effet plutôt bons signes. Ils font partie du cérémonial habituel. Sur le versant opposé de la vallée, une autre falaise est habitée elle aussi. Son locataire est un nouveau venu. Au début de l'hiver, le grand-duc s'est installé là dans la plus grande discrétion. Il déteste se montrer, surtout durant le jour. Cela ne l'empêche pas d'être aux aguets. Depuis les retrouvailles des faucons, il a suivi à distance avec beaucoup d'attention leurs sonores discussions. Dans la grande falaise, les deux partenaires sont bien loin de soupçonner la présence de l'étrange personnage. Depuis un moment déjà, ils ont bien autre chose en tête. L'intimité des pèlerins est d'autant plus brève qu'ils doivent faire face à une nouvelle tentative de coup d'État de la part de rivaux éternels, les grands corbeaux. Entre les belligérants, la guerre est ouverte depuis longtemps. À leur arrivée, les faucons ont en effet expulsé le couple de grands corbeaux qui nichaient bien avant eux dans la falaise. Et depuis, ceux-ci n'ont jamais renoncé à reconquérir leur territoire perdu. Dix jours plus tard, la falaise a retrouvé sa sérénité habituelle. Les grands corbeaux n'ont pas reparu depuis leur défaite et les pèlerins sont devenus beaucoup plus discrets, voire même silencieux. C'est un signe qui ne trompe pas. Il y a quelque chose de neuf dans la falaise.
Le mâle a déjà constaté l'heureux événement et monte une garde vigilante au large de l'air. Dorénavant, ce sera son rôle essentiel, doublé bien sûr du ravitaillement de sa belle. Pour elle, par contre, commence une longue période d'immobilité et d'abnégation, pendant laquelle elle ne quittera pratiquement plus le nid. La femelle ne couve pas vraiment son premier œuf. Elle le réchauffe simplement avant l'arrivée des suivants, qui se succéderont de 24 heures en 24 heures. Cela laisse le temps à son compagnon de retrouver ses réflexes de serviteur zélé et soumis. La pondeuse ne mange jamais au nid. En attendant son retour, c'est à son fournisseur qu'incombe la surveillance du trésor, du moins en théorie. Dangereuse désinvolture. Car malgré les apparences, la vie très privée des pèlerins reste sous le contrôle discret des grands corbeaux. Ces malfaiteurs ont en effet une vertu majeure, la persévérance, doublée d'un sens très aigu de l'observation et de la tactique. La femelle est revenue sur l'air, mais cela ne désarme pas le moins du monde le pirate. Celui-ci a sans doute remis à plus tard son envie d'œuf, mais l'occasion est trop belle d'étudier en détail le terrain et surtout les réactions de l'ennemi. Pour le grand corbeau, force est de constater que les systèmes d'alerte et de riposte des faucons sont extrêmement au point. Trois jours plus tard, le mâle est toujours en pleine action. Hormis ses talents d'oiseau de garde, c'est véritablement un chasseur hors pair. La couveuse a pondu son dernier œuf au milieu de la nuit. Et le premier ravitaillement de la journée est le bienvenu. Cette fois, la couvaison a véritablement démarré. Il n'est plus question de laisser les œufs se refroidir. À chaque apport de nourriture, le mâle prend maintenant le relais. Il fait preuve d'une certaine bonne volonté, mais a un peu de mal à compenser une maladresse chronique dans ce genre d'exercice. Heureusement, il n'aura pas à attendre trop longtemps. En traduction libre et sur le thème bien connu « Tu ne sais pas t'y prendre, laisse-moi faire », son acariâtre compagne reprend rapidement les choses en main.
À partir de ce jour, la femelle de faucon devient quasiment prisonnière de la falaise, pour exactement 30 jours de devoir maternel. 30 jours à user le temps, à dormir et à attendre patiemment les répits que lui accordera 2 à 3 fois par jour le passage de son fidèle serviteur. Durant le jour, les pèlerins sont d'impitoyables chasseurs d'oiseaux, maîtres incontestés des airs et propriétaires hargneux de leurs falaises. Mais cette puissance s'amenuise de minute en minute lorsque la nuit s'installe. Les faucons le savent très bien, et ils ont appris à se faire petits, très petits, à l'heure où la vallée et ses falaises passent lentement sous un tout autre commandement. La nuit tombée, celui-là est le maître absolu. Il a l'assurance calme et tranquille du plus fort, celui auquel personne ne peut échapper dès lors qu'il l'a décidé. Son terrain de chasse s'étend à des kilomètres à la ronde. Il en connaît toutes les ressources. Les dortoirs des corneilles, les nids des grands corbeaux, mais aussi toutes les aires de faucons pèlerins. Et en plus, il sait attendre. Le spectre nocturne a déjà 2 poussins encore surveillés par leur mère. Pour eux, chaque nuit réclame 2 ou 3 nouvelles victimes. C'est inéluctable, et nul ne sait quelles seront celles de ce soir. Dans la première quinzaine d'avril, comme à l'accoutumée, le mauvais temps avait été au rendez-vous. Mais cela n'était rien en comparaison de l'année précédente, où la paroi de la falaise s'était transformée par endroits en véritable cascade. Aujourd'hui, pour la femelle, le plus dur est passé, et la douceur des premiers jours de printemps a déjà envahi la vallée. Durant tout ce temps, les grands corbeaux n'ont pas réapparu dans la grande falaise. En fait, après leur dernière tentative, ils ont rapidement abandonné l'idée de déloger les pèlerins. Les noirs personnages ont finalement dissimulé leur nid à bonne distance dans la plus petite paroi rocheuse de la vallée. De plus, ils ont été rapidement occupés par la couvaison de leurs propres œufs, qui vient juste de se terminer. Les pèlerins, de leur côté, sont un peu en retard sur le programme officiel. Hier soir encore, à la fin du 30e jour fatidique, il ne s'était toujours rien passé sur l'air. Mais ce matin, depuis quelques minutes à peine, la couveuse peut enfin contempler une partie de sa progéniture. Les premiers-nés sont 2 femelles, et comme d'habitude, le 3e œuf est en retard. Elle doit continuer à couver.
large de la falaise, le nouveau père est toujours occupé à monter la garde. Un instant plus tard, la découverte de l'événement semble le laisser dans la plus grande perplexité. Il sait pourtant qu'à partir de ce jour, l'existence de cette fragile descendance repose pour l'essentiel entre ses pattes. Pendant plusieurs semaines, en effet, c'est lui, et lui seul, qui sera chargé de leur approvisionnement. Le troisième larron, un mâle cette fois, est né le lendemain. Plus qu'avant encore, le couple se partage maintenant avec précision les tâches domestiques. Monsieur chasse et plume les proies avant de les apporter à sa partenaire. Madame, de son côté, se charge de distribuer la nourriture à sa tribu. La tâche est d'importance et conditionne la réussite de la nichée. La femelle s'y consacre avec une méticuleuse délicatesse doublée d'une discipline intransigeante. Ainsi, chacun à leur tour, les poussins recevront une quantité équivalente de nourriture. Le ravitaillement se termine lorsque le jabot de chacun d'eux est rempli à souhait. La femelle n'a plus qu'à cacher les restes de la proie dans quelques fissures de la falaise. La vie des jeunes pèlerins est assez simple. Tout d'abord manger, s'empiffrer même, puis s'écrouler en chœur pour digérer en attendant le prochain repas. La mère poule restera sur l'air 10 jours supplémentaires afin de protéger ses poussins. À cet âge, ils sont en effet une proie idéale pour les amateurs de chair tendre qui peuvent surgir à tout instant. Elle en sortira seulement pour de courtes envolées à la rencontre de son compagnon lorsque celui-ci lui apporte des proies. Pendant tout ce temps, la femelle réchauffe également ses rejetons. Ceux-ci sont encore incapables de résister seuls au froid et à l'humidité. Bien cachée dans sa falaise à l'extrémité de la vallée, la famille Grand Corbeau est maintenant au grand complet. Moins délicats que ceux des pèlerins, les jeunes grands corbeaux sont des sortes de grands gousiers à peu près constamment affamés. Leur appétit insatiable pousse leurs parents à vagabonder en permanence à la recherche de quelques charognes ou de proies faciles à capturer. À ce jeu, les grands corbeaux sont des spécialistes. Ils ont en plus une mémoire sans faille et une revanche à prendre.
Une fois de plus, la vigilance et les réflexes des pèlerins ont porté leurs fruits. Mais en fait, il s'en est fallu d'un rien. Heureusement alerté par les cris de sa compagne, le mâle est en effet arrivé à tire d'aile. Bien lui en a pris car à cet instant, profitant de la diversion créée par le premier, le deuxième grand corbeau arrivait au nid. Côté défense, il est vraiment parfait. Mais pour le reste, il lui reste quelques progrès à faire. Une minute plus tard, l'émotion est déjà passée. Et la vie reprend son cours normal. Autrement dit, le naturel un rien grognon de la femelle s'empresse de reprendre le dessus. Heureusement pour lui, le mâle excelle à un autre exercice dont sa malgracieuse partenaire ne peut se passer, la chasse. Celui-ci est la victime, mais il ne le sait pas encore. Celui-là, le chasseur, lui le sait, car il vient de le décider. Malgré les apparences, le faucon est en chasse, mais pour l'instant, il doit prendre de l'altitude. Pendant la montée, son ordinateur de bord intègre tous les paramètres de l'action, vitesse et altitude de la proie, direction générale et parcours supposé. Maintenant, le faucon a anticipé puis calculé la trajectoire de la victime et surtout le lieu probable du rendez-vous mortel. « 220 km/h peu avant l'impact. Cette fois, la proie n'a eu aucune chance. À cette vitesse, la moindre erreur ne pardonne pas. Et le succès est loin d'être toujours au rendez-vous. Bien souvent, le faucon est obligé de répéter l'opération plusieurs fois avant de réussir. Ce matin, le mâle a enfreint le règlement et se permet de nourrir ses petits. Sa compagne n'était pas dans la falaise à son arrivée avec la proie, ce qui est plutôt rare. Il a pris le risque de s'offrir cette petite fantaisie dont il se tire d'ailleurs parfaitement bien. Évidemment, ce qui devait arriver arrive. Le contraire eût d'ailleurs été très surprenant. L'insistance un rien provocatrice du mâle frôle le crime de lèse-majesté. Après cet épisode de notoire laisser-aller, frisant même la contre-éducation, la reprise en main de la tribu des affamés ne se fait pas sans quelques difficultés.
La marâtre doit à l'évidence admettre que le temps des béquets disciplinés et contrôlés sera bientôt révolu. Dans quelques jours, elle se contentera de poser les proies sur l'air. Ses rejetons se débrouilleront tout seuls. Sur l'air, les jeunes faucons sont devenus beaucoup trop gros pour tenter les grands corbeaux. Entre les deux camps, la trêve s'est installée. À quelques escarmouches près, celle-ci tiendra jusqu'à l'hiver suivant, où les hostilités reprendront sans doute de plus belle. Ici, la vie de famille est un peu plus simple que chez les nobles de la Grande Falaise. L'accès au nid est même tout à fait libre pour le mâle. Les jeunes corbeaux se développent très rapidement et dans quelques jours, ils pourront tenter leur première sortie. C'est loin d'être le cas sur l'aire de la Grande Falaise. Un mois après leur naissance, les jeunes pèlerins en sont encore à faire leurs premiers pas. Depuis quelque temps cependant, leur instinct prédateur commence à s'exprimer clairement. Les pattes projetées en avant simulent le geste fondamental de la chasse, qui est celui de l'adulte lorsqu'il saisit sa proie en plein vol. De jour en jour, les jeunes faucons perdent leur pyjama de duvet pour un premier habit de plume brune. Régulièrement, une sorte d'excitation fébrile s'empare d'eux, signe sans doute de leur impatience d'adolescents rêvant de quitter le nid. Ils n'en sont pourtant pas encore là. Dans la falaise du Grand-Duc, le temps a passé également. Le repère est vide. La femelle est toujours dans la falaise, à un coup d'aile de là, mais seule. 2 nuits auparavant, ses poussins ont décidé de quitter leur trou, devenu bien trop exigu à leur goût. Depuis, elle les surveille à distance. Pour l'instant, les jeunes grands-ducs attendent le premier ravitaillement de la soirée et calment leur faim avec les restes du repas de la veille. Ils n'auront pas à patienter trop longtemps. À l'autre extrémité de la falaise, leur père vient de faire une nouvelle victime. Mais une victime de choix cette fois. La proie est un jeune mâle de pèlerin. Depuis sa naissance, le nocturne l'a patiemment laissé grandir, de nuit en nuit, avec le reste de la nichée à laquelle il appartient. Le forfait était parfaitement prémédité, et ce soir, en partant chasser, le grand-duc savait très bien où le conduirait sa route. Au petit matin, le spectre de la nuit s'est évanoui. La vie est toujours là sur l'aire des faucons, mais seules les 2 sœurs sont à leur place habituelle. Leur frère est absent, mais cela les laisse dans une parfaite indifférence.
En dehors de la toilette, la seule chose qui les préoccupe est leur premier repas de la journée, qui tarde un peu à arriver. Une demi-heure plus tard, le petit déjeuner arrive enfin. Le père ayant depuis longtemps renoncé à s'occuper directement de sa descendance, le service est toujours assuré par la maîtresse des lieux. L'absence de son dernier né semble l'étonner un peu, car elle connaît bien son appétit féroce et surtout son habileté à se servir avant tout le monde. En fait, l'aventurier était en train d'explorer les alentours de l'aire. Il s'est fait surprendre, ce qui le met visiblement de fort mauvaise humeur. La victime du grand-duc était sans doute issue d'un autre couple de faucons installé à quelques kilomètres de là. Quant au retardataire, il se rattrape comme il peut. Mais l'air de la grande falaise est à coup sûr dans le carnet d'adresse du maraudeur nocturne. Son passage n'est sans doute plus qu'une question de jours. Il est grand temps que les jeunes quittent le nid. À dire vrai, ce n'est pas l'envie qui leur manque. Ils ont commencé leurs essais depuis quelque temps et l'entraînement s'intensifie de jour en jour. Voilà exactement 6 semaines que les 3 frères et sœurs sont sortis de leur œuf et ils sont maintenant tout à fait prêts. Les plumes de leurs nouveaux costumes bruns sont au complet, tandis que leurs futurs outils de travail ne demandent qu'à entrer en action. Mais quelque chose leur manque, qui les pousse à attendre encore un peu. Le lendemain matin, au premier nourrissage de la journée, la femelle paraît surprise, sinon inquiète. Mais son étonnement est de courte durée. Le grand-duc n'est pas passé par là pour une ultime et mortelle visite. Les jeunes sont bien vivants et se sont simplement dispersés aux alentours de l'aire. Ce qu'ils attendaient est arrivé au petit matin. Un vent puissant s'est levé dans la vallée, grâce auquel ils ont pu tenter leur première sortie. Évidemment, les premières tentatives ne sont pas très glorieuses et semblent laisser perplexe le 3e larron. Les exploits aériens des apprentis se font bien entendu sous le contrôle de leur mère, qui est en alerte permanente. Mais les jeunes faucons s'en moquent comme de leur premier duvet. Dorénavant, l'espace leur appartient.
et ils peuvent donner libre cours à leur soif de sensations et de découvertes nouvelles. Pour les parents, cette joyeuse ambiance ne change rien, car ils doivent continuer à nourrir ces 3 lascars qui se dépensent sans compter. Bien que les jeunes faucons reviennent à l'air de temps en temps, leur éducation se fait désormais pour l'essentiel hors de la falaise. Les proies sont d'abord livrées à domicile, puis rapidement, la femelle invite ses jeunes à venir saisir le butin en vol dans ses pattes, en prévision de l'apprentissage de la chasse. Trois ou 4 jours après les premiers vols, la grande falaise et ses courants aériens n'ont plus de secret pour les 3 frères et sœurs. Ils ne se quittent plus d'une plume, et après 50 jours passés dans la paroi rocheuse, s'adonnent avec ivresse à la découverte de leur nouvel univers. Mais si les jeunes faucons commencent à maîtriser le vol, ils sont encore bien incapables de chasser et doivent toujours compter sur leur père pour le ravitaillement. Une fois n'est pas coutume, celui-ci a opté à cet instant pour une certaine facilité. Dans le groupe, l'un des oiseaux est visiblement moins performant que les autres. Instinctivement, le faucon l'a déjà choisi. La proie est un peu trop grosse pour être soulevée et remontée en vol jusqu'à la falaise. Le fauve a donc décidé de la dépecer et d'en prendre sa propre part. La méfiance est de règle à cet instant, car au sol, le faucon pèlerin est vulnérable. Un tel butin serait une aubaine pour un grand corbeau ou un milan en quête de nourriture facile à prendre. À 2 coups d'aile de là, les jeunes continuent à s'en donner à cœur joie sous la surveillance de leur mère qui poursuit ses livraisons de nourriture. Entre les frères et sœurs, la concurrence est de plus en plus vive. Pourtant, grâce au talent de chasseur de leur père, chacun mange largement à sa faim. Peut-être s'agit-il simplement de disputes sur l'ordre de la livraison.
Moment bien paradoxal que celui de l'émancipation. Dans le futur prédateur adulte, rapace puissant et redoutable, persistera longtemps encore l'innocence et la douceur d'une jeunesse finissante. Pendant plusieurs semaines encore, la famille reste très soudée et ne quitte pas les alentours de la grande falaise. Les jeunes faucons poursuivent le lent apprentissage de leur futur métier, en compagnie de leurs parents. Contrairement à d'autres rapaces, ce sont des spécialistes, et il leur faut beaucoup de temps et d'expérience pour affiner peu à peu toutes les techniques de vol et surtout de chasse. Dans ce domaine, tous les exercices sont bons pour simuler la capture des proies, à commencer par l'attaque des feuilles agitées par le vent. Au milieu de l'été, les liens familiaux s'effilochent progressivement. Le mâle sera le premier à quitter la grande paroi, bientôt imité par ses deux sœurs. De falaise en falaise, chacun d'eux cherchera à trouver dans la région de sa naissance un nouveau site où s'installer et perpétuer sa lignée de seigneurs. Plus que jamais en Europe, les descendants d'Horus sont bien vivants aujourd'hui. Ils ont reconquis presque tout leur territoire et l'oiseau sacré des pharaons reste toujours quelque part le rapace des dieux.